Donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette première conférence du cycle d'air et d'espace de l'année 2016. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Philippe Couillard, qui est le président de l'Académie de l'air et de l'espace, évidemment un ancien du domaine des lanceurs. C'est un digne polytechnicien de 65, qui a commencé sa carrière au CNES, et il a réalisé une partie de sa carrière au CNES, tout d'abord en s'occupant des structures, de la dynamique des structures, puis ensuite il a travaillé sur Ariane 1, et en fait il a continué et terminé d'ailleurs au CNES sur Hermès, c'est bien ça. Avant de passer donc dans le giron ça devait être l'aérospatiale à l'époque, où il a continué sur Hermès en fondant la société qui était censée s'occuper du lancement d'Hermès. Voilà. Et ensuite de ça, il a eu la responsabilité de ce qui s'appelait la division lanceur de l'aérospatiale, sous les différents noms qu'elle a eu par la suite, c'est-à-dire aérospatiale, Matra, aérospatiale Matra, et ensuite EADS. Vous connaissez. Voilà. Il a effectivement ensuite aussi été président du conseil d'administration de Supaéro, de l'ENSICA, et il a réalisé la fusion entre les deux écoles à Toulouse, qui a été quand même une marche en avant de la fusion des écoles françaises de premier plan. Voilà, donc toute sa vie, il a donc navigué dans l'espace, et particulièrement dans les lanceurs sur combien d'années une dizaine, une quinzaine d'années. Arrête. Voilà, donc il est parfaitement bien justifié de venir nous parler de cette aventure du spatial, et en particulier donc des lanceurs et de leur évolution. Bonne soirée. Bon, juste avant de commencer, je voudrais quand même vous informer de la mauvaise nouvelle. André Turca, qui était le premier président de l'Académie, enfin pas le premier président, fondateur de l'Académie de l'air et de l'espace, nous a quittés ce matin. Et donc, un petit mot pour lui, quoi. Il était quand même à Toulouse très connu, très célèbre, et il a une carrière tout à fait exemplaire. Bien, et je quitte ça pour vous parler de l'aventure spatiale vue au travers des lancements dans le monde. Donc ça va être une façon assez spéciale de vous présenter l'aventure spatiale, puisque je vais m'intéresser qu'au lancement et aux lanceurs. Alors mon exposé est en deux parties. La première, c'est pour vous rappeler l'historique, parce que c'est important d'avoir en tête un peu l'historique des lanceurs. C'est quand même un domaine un peu particulier, vous le verrez. Et puis la deuxième, on va faire un petit tour du monde des gens qui font des lanceurs, et chacun a sa petite problématique, donc on va essayer de la montrer. Voilà. Alors j'ai en plus... Ça marche ça ? Ah non, il faut que je le mette on. Ah oui, pardon. Il me l'a dit pourtant. Voilà. Alors, je vous rappelle, je reviens au tout début. Donc le tout début, c'est octobre 1957. Et donc c'est le lanceur Soyouz. Alors c'est pas celui-là qui est le premier, mais c'est un lanceur Soyouz quand même, qui avait été fait l'ingénieur en chef était Korolev. Voilà. Alors les soviétiques font Spoutnik, donc 4 octobre 57, et puis le premier vol habité 12 avril 61 avec Gagarine. Donc là, c'était à la surprise générale. Vraiment, personne ne s'attendait à ce que l'Union soviétique soit la première dans le domaine. Mais les Américains ont suivi de près, puisque si le premier tir est d'octobre 57, le tir américain est du 31 janvier 58. Et en fait, c'est lié au fait qu'ils auraient dû tirer bien avant, mais il y a eu bagarre entre la marine et l'Air Force. Et c'est finalement la marine a perdu et c'est l'Air Force qui a gagné. Et l'Air Force, c'était avec un certain von Braun. C'est pour ça d'ailleurs que la marine devait tirer en premier. Mais bon, c'est Jupiter C qui a placé un pamplemousse en 31 janvier 1958 en orbite. Et les Américains immédiatement ils ont lancé un programme de reconnaissance militaire. Ça a été la première application de l'espace, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe chez le voisin. Et notamment, c'est comme ça qu'ils ont vu
lors de la crise des missiles à Cuba qu'il n'y avait pas beaucoup de missiles sur les pas de tir. Ensuite, s'est passée la compétition entre les deux superpuissances. Et en fait, il faut bien voir que l'espace, ce n'est que le reflet de la course, de la guerre froide, où chacun préparait des armements terribles avec des missiles balistiques. Et comme les missiles balistiques et la dissuasion, ça ne peut pas s'utiliser, ils montraient leur force à grands coups de lanceurs civils. C'était un peu ça. Et donc, vous avez ici les deux plus grosses fusées jamais réalisées. À droite, la Saturne V, donc, qui a permis aux Américains de gagner la course à la Lune. Vous voyez quand même, c'est quand même intéressant, il faut regarder la taille d'un homme ici par rapport à la fusée. Vous voyez ce que ça représente. C'est une fusée absolument énorme, Apollo. Et celle-là est aussi grande. Cette fusée a 30 moteurs en premier étage. Elle a été essayée 4 fois, 4 échecs. Et c'est comme ça que les Soviétiques ont perdu la course à la Lune. Alors, là, j'ai représenté les lancements de 57, les premiers, à 72. Pourquoi 72 ? Parce que c'est la fin du programme Apollo. Donc la course à la Lune était gagnée par les Américains. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que les USA ont très vite eu un nombre de lancements très très important. Vous voyez en rouge. Les Soviétiques ont démarré beaucoup plus lentement, mais très sûrement, et ils ont atteint une cadence de lancement absolument énorme, puisqu'ils étaient presque à eux-mêmes presque à 100. En tout cas, vous voyez que 140 lancements, on a tangenté 140 lancements dans les années 60. Aujourd'hui, on fait beaucoup moins de lancements que ça. Donc les années 60 ont été les années les plus riches en lancement. Le petit trait jaune ici, si vous avez une bonne vue, je ne sais pas si au fond vous le voyez, mais il faut quand même bien ouvrir les yeux, c'est tous les autres. C'est tous les autres. Alors, on va regarder d'un peu plus près, voilà les autres. Je peux même les grossir, non ? Ah non, c'est pas là. Pardon. Alors les autres, il y a eu un tir australien. En fait, c'était un lanceur Jupiter tiré par les Américains en Australie. Mais enfin, ce n'est pas un vrai tir australien. Le Japon s'y est mis, la Chine un tout petit peu, commence. Et l'Europe était vraiment à un niveau très faible. C'est toute l'aventure Europa. Je vais revenir dessus juste après. Donc vous voyez qu'en dehors des deux grands, il n'existe pas grand-chose. C'est ça qu'il faut retenir. Et que les lanceurs, c'est quelque chose qui est dans le domaine de souveraineté des États. Et c'est donc très important d'avoir ça en tête. Alors, le lent démarrage de l'Europe, je veux quand même rappeler qu'en 1965, et on a fêté ça le 26 novembre dernier, 26 novembre 65, la France devenait la 3e puissance spatiale avec le lancement de Diamant A depuis Amaguir. Alors naturellement, on a été obligé de quitter Amaguir, de Diamant A, on est passé à d'autres diamants, etc. Puis après, vous allez voir, à Ariane. Donc, et puis, on a commencé à vouloir faire des applications, et notamment avec les Allemands, les Français et les Allemands devaient lancer un satellite de télécom. C'est le premier satellite de télécom européen qui s'appelait Symphonie. Symphonie devait être lancé avec le lanceur Europa. Alors le lanceur Europa, il a toute une histoire qui est assez intéressante. En fait, le premier étage de ce lanceur était un missile balistique développé par nos amis britanniques sous licence américaine. C'est un cousin du lanceur Atlas américain. Il est fabriqué avec les mêmes technologies. Ils se sont rendus compte qu'avoir un missile comme ça, pas très loin de l'ennemi de l'époque qui était l'Union soviétique, alors qu'il faut 5 heures pour le remplir, ils avaient largement de temps, les Soviétiques avaient largement le temps de voir qui préparait le lancement et d'envoyer quelque chose avant même qu'il ne soit parti. Donc ils ont, en 60, abandonné ce lanceur cet étage en tant que missile balistique. Et du coup,
ils ont proposé, et c'est ça qui est assez amusant, c'est les Britanniques qui ont proposé aux Français de faire un lanceur en commun pour que leur investissement ne soit pas perdu. Donc, ils ont proposé, c'est Macmillan qui a proposé à De Gaulle de faire le lanceur Europa. La décision a été prise en même temps que celle de faire Concorde et celle de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Voilà, donc c'était une espèce de package qui a été en l'année 61. Alors le problème d'Europa, c'est qu'il était de la façon suivante. Donc Blue Streak, le premier étage très performant. Les Français proposent un étage Coralie qui est un dérivé des développements de diamants, naturellement made in France. Les Allemands, qui n'avaient pas le droit depuis la guerre de faire des lanceurs, on leur permet de faire un étage supérieur. Ils n'avaient pas le droit de faire, en tout cas des premiers étages, c'était interdit par le traité. Et donc là, ils ont fait Astris, qui était un bijou de technologie mécanique, un peu inutilement complexe. Et puis, la coiffe était faite en Italie, etc. Il y avait une télémesure, en fait, qui a été faite par les Belges, etc. Le problème, c'est que on a créé un organisme qui s'appelle l'ELDO, European Launcher Development Organization, mais c'était un maître d'œuvre faible. En fait, c'était un organisme de coordination, mais qui n'avait pas le pouvoir. Alors, quand on veut faire un lanceur avec un maître d'œuvre qui n'a pas un pouvoir fort, ben, ça donne des résultats très prévisibles, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Alors, il y a eu 10 tentatives de lancement. La plupart du temps, c'était lancé de Woomera en Australie, parce que c'était là où les Anglais ont développé leur force de frappe. Et donc, c'était tiré du sud de l'Australie vers le nord et guidé par le sol. C'était assez spécial. Le dernier lancement, on a créé un pas de tir à Kourou pour pouvoir lancer Symphonie, c'est-à-dire sur l'équateur, parce que tirer vers le nord pour un satellite géostationnaire, ça ne marche pas. Et donc, il a fallu faire ça, mais le dernier a été un échec. Il a explosé au bout de 165 secondes. Si ma mémoire est bonne, il y a eu une décharge électrique entre la coiffe qui était en composite et le reste du lanceur qui était métallique. Ça a arrêté le calculateur pendant une seconde, ça a envoyé les tuyères en butée et tout a cassé. Alors, les Anglais se sont retirés. Les Allemands, qui étaient sous le parapluie américain face au bloc de l'Est, ils écoutaient les Américains. Les Américains leur disaient venez sur le programme Shuttle, la navette américaine, faites un laboratoire à l'intérieur. Et les Allemands ne pouvaient pas refuser. Il n'y a que les Français qui ont dit non, nous on tient à avoir des lanceurs. Et donc on arrive en 73, et là en 73, il y a eu un fameux package deal qui est le suivant. Je vais les mettre les trois. Donc il y avait 3 grands pays qui avaient des positions opposées. Enfin pas opposées, différentes. Donc Space Lab, laboratoire pour mettre dans la soute de la navette américaine proposée par l'Allemagne. Orbital Test Satellite, un satellite de télécom, puisque les Anglais avaient dit finalement les lanceurs on y renonce, mais on va s'orienter sur les applications de l'espace, essentiellement les télécoms et les télécoms maritimes, forcément, puisqu'ils aiment bien ça. Et donc, nous, on veut faire Orbital Test Satellite. Et puis, les Français continuaient à proposer l'indépendance d'accès à l'espace avec Ariane. Et donc, mais les autres ne voulaient plus suivre. Donc, il y a une conférence qui avait lieu en juillet 73 à Bruxelles. Donc, celui qui recevait, c'était le ministre belge des Affaires scientifiques, et qui s'appelait Charles Hanin. Et il a vu que ça allait foirer, ça tirait dans des sens différents entre les différents pays. Et il a dit, écoutez, je remets la conférence au 31 juillet, c'était le 12 juillet, je la remets au 31 juillet. Et dans l'intervalle, il est allé interroger tout le monde, il les a mis à confesse. Il leur a dit, vous les Français, vous faites Ariane, mais vous participez aussi à Space Lab et puis un peu à OTS. Et puis vous les Anglais, vous faites OTS, mais vous laissez une place pour les Anglais, les Allemands, les Italiens, etc.
Space Lab, les Italiens sont montés presque à égalité avec les Allemands, etc. Et il a réussi à boucler l'affaire. C'est pour ça que ça s'appelle un package deal, en 1973. Et c'est remarquable de noter que tous ces 3 programmes ont eu lieu, ont été jusqu'au bout et ont tous parfaitement fonctionné. Donc merci, Monsieur Hanin. Les petits pays, de temps en temps, ça sert. Alors, je continue avec mes petits graphiques. Alors, sur celui de gauche, vous avez les lancements depuis l'arrêt de la course à la Lune 73 jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin 89. Alors, vous voyez que la course à la Lune, aussitôt après, les Américains ont nettement freiné la cadence de lancement. Ils avaient une cadence bien plus faible. Par contre, l'URSS a fait comme si rien ne s'était passé, la course à la Lune, ça nous est égal, ça n'a pas existé et on maintient notre cadence. Donc ils ont une cadence folle, vous voyez, plus de 100 lancements à un moment, rien que pour eux. Et puis les autres, ils sont toujours un peu en dessous, on est obligé de grossir le trait là. Donc vous voyez que il y a un peu le Japon, il y a un peu de Chine. Puis l'Europe commence à partir de 79 premiers tirs Ariane à monter un peu progressivement et lentement en cadence. Voilà, c'est quand même des ordres de grandeur. Vous voyez que ça reste modeste par rapport à l'échelle qui est là. J'avais même grossi au cas où. Alors, 89-96, c'est la percée du lanceur Ariane. Mais alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. En 89, effondrement du mur, l'URSS s'écroule. Enfin, ça met un certain temps quand même. Et puis 86, c'est l'accident de Challenger. Alors il faut savoir que les Américains avaient une politique qui était d'arrêter les lanceurs classiques et de lancer tout sur le shuttle, la navette américaine. Et cette politique, les a pris au dépourvu après l'accident de Challenger. Parce qu'ils avaient arrêté la production des Atlas, des Delta, des lanceurs classiques. Et il fallait relancer la production. Et à ce moment-là, Ariane 4, qui avait été, après Ariane 1, 2, 3, etc., 4, était sur le marché. Et donc, ça a fait le bonheur d'Ariane 4. Cette politique américaine qui n'était pas bonne, et on le savait, parce que Intelsat, qui était le plus grand, vous savez, l'organisation qui fait les satellites transatlantiques, il ne voulait pas tirer sur le shuttle. Allez, pour mettre un satellite en orbite géostationnaire, envoyer un équipage de 6 personnes, etc., on savait que c'était beaucoup trop coûteux et inutile. Donc, mais ils se sont enferrés là-dedans. À cette époque-là encore, le Proton soviétique, c'est-à-dire les lanceurs soviétiques, n'étaient pas encore vraiment sur le marché. Ils allaient le venir, mais ils n'étaient pas encore sur le marché. Ce qui fait que Ariane 4 a profité, a mis le pied dans la porte, et les cadences de lancement ont à ce moment-là beaucoup augmenté. Il y a eu quelques dernières non-qualités, vol 36, un chiffon dans une tuyauterie, etc. Enfin des choses comme ça. Mais à la fin, Ariane 4 a terminé sa carrière avec 74 succès consécutifs. Vous ferez attention, Ariane 5 va bientôt passer ce record. Donc elle en est à 68-69 tirs consécutifs avec succès. Donc je pense que Ariane 5 peut et doit battre le record d'Ariane 4. Voilà. Alors l'effondrement du mur, ça a été... les Américains se sont dit il ne faut pas que les anciens soviétiques, les Russes, livrent leur technologie spatiale à tout le monde pour faire des missiles balistiques sur toute la planète. Donc ils ont tenu à ce qu'il y ait des liaisons fortes entre l'industrie américaine et l'industrie russe dans le domaine des lanceurs. Donc ils ont obtenu en plus des Russes l'abandon de leur station Mir et que les Russes viennent avec eux prendre la co-maîtrise d'œuvre de la station qui vole encore en ce moment, ils sont toujours en co-maîtrise d'œuvre. Alors pour les lanceurs, ils ont forcé, le gouvernement américain a forcé Lockheed
à être avec Khrouchtchev pour vendre le Proton, qui était un lanceur, j'y reviendrai. Ensuite, Boeing s'est allié avec Energia Yuzhnoye. Energia, c'est ceux qui font Soyouz, hein, c'est la boîte de Korolev. Et Yuzhnoye, c'est une boîte ukrainienne, à Dniepropetrovsk. Bon, ils ont fait 6 launches, dérivés du Zénith, j'en reparlerai tout à l'heure. Bon, ces joint ventures ont commencé à capitaux à la fois russes et américains. Aujourd'hui, elles ont été entièrement rachetées par les Russes et je vous dirai que ça continue plus ou moins, on va en parler après. Et puis, à un moment, on a entendu en France qu'il était question qu'un Américain s'allie avec le Russe Soyouz pour faire des lancements de Soyouz dans le monde occidental. Alors, on a trouvé que ça faisait beaucoup, et donc Aérospatiale, avec Arianespace et Energia, ont créé une joint venture qui s'est appelée Starsem pour lancer Soyouz depuis le Kazakhstan, à Baïkonour. Alors cette filiale maintenant s'est arrêtée parce que ça a été repris. Les Russes ont absolument voulu avoir un pas de tir en Guyane. Et donc maintenant qu'il y a un pas de tir en Guyane, c'est plus la joint venture Starsem qui tire, mais c'est une alliance entre, je crois que c'est Arianespace qui s'occupe des lancements, mais c'est un accord entre la France et la Russie qui permet de tirer. Alors de 90 à la fin du siècle dernier, la Russie a enfin, après la transition URSS-Russie, fait que les nombres de lancements s'est mis à diminuer sérieusement. Les Américains sont restés un peu stables et on voit enfin l'Europe. Vous voyez, en bas, on voit enfin l'Europe devenir significative, enfin un peu plus significative avec Ariane 4. Voilà, alors on va passer maintenant au siècle, un autre siècle. Non, ça c'est pas la peine. Ah si, juste ça, c'est quand même intéressant de noter que de 57 à 2000, là c'est les nombres de lancements, mais en fonction de leur vocation. C'est-à-dire les lancements militaires, les lancements vols habités, les lancements scientifiques, technologiques, observations, et puis les lancements purement télécom. Voilà. Alors c'est intéressant parce que ce qu'il faut noter quand même, tous ces lancements-là sont des lancements étatiques. Vous voyez, tous les lancements militaires, vols habités, sciences, technologies, reconnaissance, c'est largement étatique. Et puis, la seule frange qui n'est pas étatique, qui est devenue un peu commerciale, c'est celle-là. C'est la frange des télécoms. Et vous voyez que c'est quand même un tout petit peu du nombre de lancements. C'est pas grand-chose dans le nombre de lancements. Ce qui est pour vous montrer que quand on vous parle de marché commercial pour les lanceurs, c'est à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas un vrai marché commercial. En gros, aujourd'hui, je le répéterai, mais il y a 20 satellites de télécom qui peuvent être lancés sur le marché commercial. Voilà, c'est 20 satellites. Quand on fait des lancements doubles, il faut la moitié du marché. Vous voyez, ça fait 5 lancements à rien de 5. 10 satellites, 5 lancements à rien de 5. Alors, je passe à ma deuxième partie. Donc, le monde des lanceurs. Alors, on va commencer par la Russie, puisque c'est elle qui a commencé. Donc, elle vit plutôt de son glorieux passé en ce moment. Elle est, vous avez remarqué, la seule à pouvoir envoyer des astronautes à la station internationale. Ce qui leur a permis de monter joyeusement les prix. Maintenant, ça a commencé à 20 millions de dollars et ça doit valoir 60 ou 80 millions de dollars le cosmonaute envoyé. Donc, ils en profitent, c'est normal, hein, ils sont les seuls. Alors, le Soyouz, il est fabriqué à Samara. Il n'a pas de problème pour les vols habités. On n'a pas eu de problème depuis des années, hein, depuis très tôt. Et il est exemplaire du point de vue de la fiabilité. Il faut dire qu'ils ont une ligne dédiée aux vols habités. Hein. C'est-à-dire ils prennent toujours les meilleurs matériels, etc. à Samara. Hein. Et ils font très attention. Le second, Proton, que vous voyez ici. Hein. Proton, ça c'est un proton qui va se mettre à la verticale.
Proton, lui, a visé, c'est l'entreprise Khrunichev, a visé le marché des satellites de télécom et en concurrence avec Ariane. C'est bien simple, au départ, ils fixaient les prix de la façon suivante, prix Ariane, moins 20%. C'était aussi simple que ça. Donc ils ont commencé, ils ont pris une part de marché. Le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils ont beaucoup d'échecs. Ils ont un échec par an en gros. Et un échec par an, c'est beaucoup. Et ça traduit une perte de savoir-faire. Les gens qui ont conçu ce lanceur, ils sont morts ou pas bien vaillants. Et il faut savoir que dans le monde soviétique, autrefois, c'était les ingénieurs qui avaient sur des cahiers écrits à la main les références de tout ce qu'ils faisaient. Donc, si on n'a plus ces références, on ne sait plus retrouver l'historique. Donc, Proton a des problèmes. Alors, Khrunichev mise sur un nouveau lanceur que vous voyez là, qui s'appelle Angara. Alors, Angara, ça, c'est la version lourde. En fait, il se décline depuis petit lanceur jusqu'à gros lanceur. Ça, c'est la plus grosse version. Elle a eu un tir d'essai en 2014. Je ne sais même pas les résultats, si c'est correct ou pas correct. Et en 2015, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de lancement Angara. Je ne sais pas où ils en sont. Ils ont du mal à développer ça. Ensuite, il y avait le lanceur Sea-Launch. Alors, le lanceur Sea-Launch, c'était en fait un lanceur Zénith. Et le lanceur Zénith, c'est un dérivé du booster de la grosse fusée qui lançait Buran. Alors, Zénith a été tiré d'une plateforme en mer. C'est-à-dire que la plateforme était à San Diego, aux États-Unis. Ça fait partie de la joint venture avec Boeing. Et puis, ils tiraient, ils se rapprochaient de l'équateur. Ils faisaient leur tir. Donc, ils avaient une meilleure performance, nettement meilleure que depuis Baïkonour. Et il y a eu une fois une explosion juste à la sortie, donc qui a endommagé la plateforme, etc. Ils sont tombés sous le chapitre 11 des faillites à l'autre fois. Aujourd'hui, ils ne tirent plus. Et ce lanceur, le premier étage est surtout ukrainien. Et je ne sais pas, dans l'état de l'Ukraine aujourd'hui, ce que ça veut dire. Je ne sais pas où il va aller. Je pense que ce lanceur est à peu près terminé. Enfin, la Russie est quand même un pays qui tire beaucoup. C'est le pays qui tire le plus. Alors vous avez à gauche une jolie photo d'un Soyouz version habitée. Vous voyez la version habitée, puisque en haut il y a un mât d'éjection. Au cas où ça se passe mal, on peut éjecter les cosmonautes. Bon, donc voilà. Ça, c'est le train qui amène la fusée. Et puis ici, vous avez un tir de Sea-Launch de la plateforme en mer. Vous voyez la mer et puis vous voyez la plateforme. Donc, j'ai peur que ce lanceur, on ne le voit plus. Enfin, j'ai pas peur. Ça fait un concurrent de moi. Mais... Bon, ensuite, il y a des petits lanceurs. Alors, les petits lanceurs, c'est des lanceurs dérivés des missiles balistiques déclassés. Alors vous avez le Dniepr, là encore fait par les Ukrainiens, et le Rokot. Le Rokot qui a été avec les Allemands, il y a eu Eurocot, etc. Bon, a priori, ça c'est plus difficile de savoir quel est le stock de ces engins. D'après ce que j'avais cru comprendre, c'était 2015 et 2018, mais je ne vous le garantis pas. Donc ça va s'arrêter un de ces jours. Alors, devraient succéder à ces lanceurs les versions basses d'Angara, le lanceur que je vous ai montré, et puis une version Soyouz, c'est la version Soyouz sans les boosters. Et de façon très surprenante, l'année dernière, quand j'ai fait la statistique des lancements, j'ai vu qu'elle avait été lancée 9 fois dans l'année. Donc elle est très utilisée. De nouveau, c'est un dérivé de Soyouz. Alors voilà, pour la Russie est donc dans une position relativement difficile aujourd'hui. Les États-Unis. Alors les États-Unis, il faut bien avoir en tête leur politique. Leur politique, elle est affichée clairement. Elle s'appelle la Space Dominance. C'est simple, ça dit bien ce que ça veut dire. On veut être les premiers, etc. Donc l'espace pour eux, c'est un truc essentiellement stratégique et militaire. D'ailleurs, les moyens de lancement appartiennent à l'US Air Force et pas la NASA depuis qu'elle a arrêté les tirs shuttle, n'a plus de lanceurs. Et
aux États-Unis, on trouve ça normal. La NASA, c'est fait pour faire de la science, pas pour faire des lanceurs. Alors, mais vous allez voir qu'elle se venge un peu quand même. Donc, les deux lanceurs de base, vous les avez ici. Vous avez le lanceur Delta, ici, de Boeing, et puis l'Atlas de Lockheed. Ils sont même fait une joint venture entre eux pour vendre aux militaires le meilleur prix possible. On vit correctement en vendant uniquement aux militaires et sans être sur le marché commercial. On fait des prix assez satisfaisants. Et les militaires veulent ça parce qu'ils veulent deux sources d'approvisionnement. Parce qu'il y a tellement d'enjeux stratégiques derrière, tous leurs satellites de reconnaissance, tous leurs satellites militaires qui sont derrière, ils en ont besoin tout le temps. Et donc, ils veulent deux sources d'approvisionnement. Alors, le jeu va peut-être changer. Donc, comme je vous le disais, la NASA n'a plus de lanceurs, mais a le droit de financer des start-up ou des entreprises qui font des lanceurs. Et il y en a deux. Alors, il y a la société Orbital, avec plein d'anciens de la NASA d'ailleurs. Et puis, alors celle-là, elle a eu quand même pas mal de déboires et j'en parle moi. Et puis, il y a eu la société SpaceX. Alors, SpaceX, c'est une société qui appartient à Elon Musk. Elon Musk, c'est un milliardaire, un nouveau milliardaire, et c'était le patron de PayPal, et donc il a gagné pas mal d'argent. Et il a mis 100 millions de dollars là-dedans, et puis il a obtenu de la NASA 2 milliards de contrats. Ça aide, ça aide. Donc c'est lui qui dessert le cargo pour la station. Enfin, SpaceX et Orbital. Mais Orbital, il a fait péter son lanceur il n'y a pas si longtemps. Alors SpaceX, vous en entendez beaucoup parler, parce que d'abord, il a fait des coups d'éclat en vendant assez peu cher des lancements de satellites de télécom, de petits satellites, 3,5 tonnes, pour SES. SES, c'est Astra, vous savez, au Luxembourg. Donc, et puis Thaicom, à l'aide de Falcon 9. Et puis vous avez entendu parler de Falcon 9 parce que très récemment, ils ont réussi à faire revenir le premier étage après avoir satellisé des petits satellites en orbite basse. Alors, tout ceci a fichu un coup de pied dans la fourmilière. Elon Musk a eu le mérite, à mon avis, de faire réagir. Il veut baisser les coûts de lancement. Il dit qu'il va le faire, qu'il va le réussir. Alors pour ça, il a une technique, c'est-à-dire il fait tout dans la même usine. Tout est rassemblé, il fait les moteurs, il fait l'intégration, il fait les structures, il fait tout dans la même usine. Et il dit qu'il va pouvoir faire des choses merveilleuses. Bon, j'attends encore de voir un peu son business plan conforté, parce que pour le moment, son modèle économique ne me paraît pas encore tout à fait clair. D'abord, il n'est pas à la hauteur des performances des Ariane ou des Proton. Alors, il parle d'un Falcon Heavy, où il met en triple le premier étage qui est là, il en fait un... Oh, zut, c'est pas ça que je veux. Pardon. Il en fait un fagot de 3, et avec ça, il a une très grosse performance, sauf que avec ça, comme ici, il a 9 moteurs, 3 x 9, ça fait 27 moteurs au décollage. Il va avoir 27 moteurs. Alors, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il a envie de les faire revenir, parce que produire 10 lanceurs par an à 27, ça fait 270 moteurs, ça fait beaucoup. Et je pense qu'il aura du mal à les sortir. Donc c'est peut-être une des raisons. J'en suis pas sûr. En tout cas, c'est très bien. Ça a donné un coup de pied dans le derrière aux Européens qui ont réagi, et je vous en parlerai tout à l'heure. Alors il y a aussi des petits lanceurs aux États-Unis, mais ils ne sont utilisés que sur le marché interne. Ils ne sont pas commercialisés à l'extérieur, à ma connaissance. Donc c'est des Minotaurs qui sont basés sur les Minuteman, mais il en reste 400 exemplaires, donc ils peuvent tirer encore. Et puis il y en a d'autres qui sont basés sur le Peacekeeper, c'était le missile à roulette. Voilà. La Chine. Alors la Chine a démarré très lentement, mais récemment, et notamment cette décennie seulement, on s'est aperçu qu'ils ont tiré 15 lancements en 2010 à égalité avec les US, 19 en 2011 et 2012 devant les USA, seulement 13 en 2013, puis 16 en 2014. Là, ils sont derrière les US, qui ont remonté un petit peu.
Bon, donc vous voyez que maintenant, les Chinois tirent de façon tout à fait significative. Alors qu'est-ce qu'ils tirent? Ils tirent un peu de tout. Ils ont tous leurs lanceurs s'appellent Long March, ça c'est facile à retenir, mais derrière, il y a une variété infinie de Long March. Il y a le A, B, C, D, E et F. F pour les vols habités. Ça, c'est tout ce que je sais. Bon, les C sont plutôt ceux qui sont dans la catégorie Ariane. Les lancements militaires sont extrêmement nombreux. D'abord, les lanceurs eux-mêmes sont dans les mains des militaires et les lancements militaires sont nombreux. Satellites de reconnaissance, maintenant avec des résolutions égales à peu près aux nôtres, satellites de télécom et satellites de navigation. Ils développent la constellation Beidou, qui est l'équivalent du GPS, ou de notre Galiléo, mais ils vont être devant nous, parce que nous, on prend tellement de retard dans Galiléo qu'ils vont passer devant. Alors, il y a une chose qui sauve les Européens au plan commercial, c'est que les Américains sont extrêmement stricts sur les règles d'exportation. Et donc, les Chinois ne peuvent pas lancer un satellite s'il y a un seul composant américain à bord. Alors, c'est les règles ITAR. Et donc, aujourd'hui, faire un satellite de télécom sans un composant américain, Thales Alenia Space l'a fait, mais je ne sais pas s'il regrette ou pas de l'avoir fait, mais ça coûte plus cher. Il n'y a pas la production qui va bien pour les composants. Et donc, ça freine énormément leur capacité d'export. Ils n'en font pas d'ailleurs, si ce n'est qu'ils tirent quelquefois des satellites de télécom qu'ils fabriquent eux-mêmes pour des pays amis à un prix. Alors le prix, j'ai remarqué, c'est toujours 70 millions de dollars. Quelle que soit la nature du lanceur, etc., c'est un prix politique, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'ils vont faire des vols habités et aller sur la Lune? Officiellement, ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit qu'ils iraient sur la Lune. Ils laissent entendre. Ils font un vol habité tous les 2 ans. Bon, en tout cas, ce n'est pas la course à la Lune. C'est tout à fait différent. C'est pour se donner une image technologique vis-à-vis de leur peuple. C'est tout. Le Japon. Alors, le Japon a développé des lanceurs depuis longtemps. Au début, ils étaient aidés par les Américains qui leur ont donné le Thor Delta à construire sous licence. Le seul petit truc, c'est qu'ils gardaient la centrale inertielle et ils donnaient la centrale inertielle que quand ils connaissaient la mission. Donc avec ça, ils avaient la clé du lanceur, les Américains. Alors, c'est plus vrai maintenant. Là, c'est plus vrai. Ils sont totalement autonomes. Et donc, Mitsubishi a des lanceurs qui s'appellent H2, A puis B. Leur fréquence de lancement était très faible jusqu'à maintenant. Ils avaient des problèmes de tir sur une île au sud du Japon qui s'appelle Tanegashima. Et les pêcheurs leur interdisaient de lancer pratiquement 10 mois sur 12. Donc ça les gênait beaucoup. Cette contrainte est levée. Et ce matin, je lisais un article dans les Échos où Mitsubishi veut se placer sur le commerce des lancements de satellites de télécom et donc veut faire baisser les prix de son lanceur. Il prépare pour ça le lanceur H3 et en faisant baisser les coûts. C'est un peu dommage parce que les Japonais, les satellites de télécom japonais étaient un très bon client d'Arianespace. Donc on a lancé beaucoup de satellites japonais. Donc maintenant ils vont être tirés par H2 puis H3. Et là, au mois de novembre, ils ont tiré un satellite Télésat canadien. Donc ils sont maintenant sur le marché. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas trop nous faire de l'ombre. L'Inde a développé au tout début un lanceur qui s'appelle PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. Alors le prix est extrêmement attractif puisqu'ils lancent un satellite. Alors ils ont lancé, ça c'est le prix pour Spot 6 et 7 qui malheureusement a été tiré là-dessus pour des raisons de coût. Donc 20 millions de dollars, c'est vraiment ridicule. Et il marche très bien ce PSLV parce que les Indiens ont donné priorité toujours aux satellites de reconnaissance et d'imagerie
en orbite basse, et donc ils avaient développé depuis longtemps ce PSLV. Ils ont eu beaucoup plus de difficultés à développer le lanceur pour l'orbite géostationnaire, parce qu'ils ont pris sous licence un étage cryo qui venait de Russie, et ils ont eu beaucoup de mal à le développer. Mais ils ont réussi, et maintenant ils peuvent lancer aussi, là encore, un client qui disparaît de la panoplie Arianespace, puisqu'on lançait beaucoup de satellites de télécom indiens. Et puis il faut savoir que l'Inde vole avec des moteurs qui sont les moteurs d'Ariane 4, d'Ariane 1 à 4. On leur a donné une licence. La Corée du Sud a lancé avec succès en 2013, mais aucun en 2014. Je ne sais pas où ils en sont. Enfin, ils ont fait un lancement, ça s'appelle KSLV. Alors les autres, là, je les mets pour mention. La Corée du Nord, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, on ne sait pas si c'est un vrai lanceur, si c'est un missile balistique. Là, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais ils ont essaimé leur technologie en Iran, ce qui n'est pas terrible. Et puis, qui ont lancé le lanceur Saphir en 2011. On ne sait pas si c'est un succès ou un échec. Et puis, en 2013, les Iraniens ont tiré une fusée sonde avec un singe à bord. Alors, je vous laisse. Bon, très bien, c'est gentil. Alors, l'Europe, quand même. Un petit peu d'Europe. Alors, ici, vous avez un beau tir d'Ariane 5 à droite et de Vega à gauche, qui est un petit lanceur. Alors, l'Europe, elle a eu une conférence fin 2014, il y a un peu plus d'un an. Elle considère l'accès à l'espace comme stratégique, mais, comme vous le savez, l'Europe de la défense, ça n'existe pas, ou très peu. On peut le regretter, et nous le regrettons beaucoup, mais il n'y a pas d'Europe de la défense. Ce qui fait qu'il n'y a pas le soutien de missions gouvernementales aux lanceurs comme il y a dans les autres pays, Chine, États-Unis, Russie, etc., qui lancent toujours beaucoup de choses pour les militaires. Alors, si sur le marché intérieur, si on faisait le calcul, ça ferait 2 lancements Ariane par an au plus. C'est plutôt 1, quelquefois 2. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ce qui fait que produire 1 lanceur par an ou 2 lanceurs par an, ce n'est pas une cadence industrielle et ça ne fait pas une chaîne de fabrication. Ce qui a conduit depuis toujours l'Europe à vouloir avoir un marché commercial et à s'attaquer au marché commercial de façon beaucoup plus active que tous les autres. Alors, le problème était le suivant, c'est que les satellites de télécom, ils croissent de 120 kg par an depuis 20 ans. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc vous voulez toujours plus de débit, plus d'internet, plus de machin, etc. Ben, tout ça, ça veut dire qu'il vous faut des satellites de plus en plus larges, de plus en plus qui demandent des puissances énormes et des masses énormes. Alors, courant après ce marché, qui est le vrai marché commercial, Ariane 5 a grossi. Il lance plus de 10 tonnes aujourd'hui en géostationnaire. Donc il fait des lancements d'eau, plus de 10 tonnes, etc. C'est très bien. Mais les gens qui financent Ariane 5, qui sont les États, les gouvernements, eux, ils lancent des satellites de reconnaissance, d'observation, des satellites beaucoup plus petits et qui n'ont pas besoin d'Ariane 5. Donc les financeurs ne retrouvent pas dans leurs lanceurs. Donc il y avait un vrai problème. Et d'où l'intérêt d'ailleurs d'un lanceur intermédiaire comme Soyouz, qui remplace, il y a Vega, Soyouz et Ariane 5 aujourd'hui. Bon, ceci dit, Soyouz, ça ne fait pas travailler l'industrie européenne, hein, ça fait travailler les Russes, mais c'est tout. Et puis un peu la Guyane. Bon, donc cette situation a conduit à faire évoluer l'Europe. Et en plus, je l'ai dit tout à l'heure, SpaceX, Elon Musk arrivant sur le marché avec des ambitions de réduire les coûts, etc., il fallait réagir. Alors l'Europe a réagi en proposant une famille de lanceurs qui assurent son accès indépendant à l'espace pour les petits satellites et qui répondent au marché commercial dont elle a besoin pour faire une ligne de production. Alors cette ligne, la voilà, c'est Vega. Alors c'est parce qu'il y a une évolution de Vega, on augmente le premier étage notamment, pour des petites charges utiles, scientifiques ou d'observation,
Ariane 62 pour des lanceurs, des lancements qui sont plus gouvernementaux, etc. Et Ariane 64 pour continuer la commercialisation de lancement de satellites de télécom et lancer en double pour pouvoir baisser les prix. Alors le grand truc qui était derrière, c'est qu'il fallait aussi gagner en compétitivité. Gagner en compétitivité, eh bien aujourd'hui, cette Ariane 62 que vous voyez là, qui est très proche, vous me direz, de l'Ariane que vous connaissez, Ariane 5, en fait, pas vraiment. Elle essaye de gagner en prix et l'objectif, c'est d'avoir ce lanceur pour 70 millions d'euros. Et c'est ça le vrai objectif aujourd'hui. C'est plus un objectif comme c'était au début des lancements où c'était la technologie, la technique il fallait montrer qu'on était capable d'eux. Maintenant, c'est pas, on est capable, on le sait, on l'a montré. Mais le problème maintenant, c'est de faire ça pour des coûts absolument réduits. Et donc, 70 millions d'euros pour tirer ça. Et à ce moment-là, l'Agence spatiale européenne garantit l'achat de 5 lanceurs de ce type par an. Et vous, industriels, débrouillez-vous pour gagner votre vie. Voilà, c'est ça le challenge aujourd'hui d'Ariane 6. C'est très important. Alors, ce qu'ils ont fait, par exemple ici, vous avez... Avant, il y avait des fonds communs au premier étage d'Ariane 5. Ils ont mis des fonds séparés pour que ça coûte moins cher, etc., etc. Enfin, et c'est le même booster que celui de Vega. Ce qui fait qu'il y aura 35, si on tire 10 à 11 Ariane 6 par an, plus des Vega, il y aura 35 boosters de P120 à faire. Ça commence à devenir une production industrielle intéressante. Surtout pour les Italiens qui sont les maîtres d'œuvre de ces boosters. Voilà, alors ça c'est la décision d'il y a 1 an et qui est mise en œuvre aujourd'hui. Et le contrat de développement est parti. Le premier vol devrait avoir lieu en 2020, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la fabrication de 11 lanceurs de ce genre en 2023. C'est ça le vrai challenge, de monter en série et en cadence assez rapidement. Alors, du coup, il y a eu une nouvelle gouvernance, c'est-à-dire que tout a été revu. Bon, l'ESA est toujours l'agence qui développe les lanceurs européens. Donc, pour ce qui est du développement, c'est un contrat entre l'ESA et une nouvelle entité qui s'est créée, qui s'appelle Airbus Safran Launchers, qui regroupe les équipes des Mureaux, d'Aquitaine, de Vernon, de Ottobrunn, Bremen, etc., à la fois d'Airbus et les équipes de Safran pour avoir un maître d'œuvre fort, unique, rassemblé. Hein. C'est ce que fait Elon Musk, un peu différemment, mais c'est un peu ça. Et donc, l'ESA fait un contrat de développement et une garantie d'achat en production. Derrière ça, le CNES, qui était l'actionnaire principal d'Arianespace, et Arianespace qui était aujourd'hui encore, qui est celui qui achète les lanceurs aux industriels et qui les commercialise dans la phase de production, pas dans la phase de développement, mais dans la phase de production. Arianespace, son premier actionnaire, c'était le CNES. Le CNES se retire et vend, enfin, ses actions sont rachetées par Airbus Safran Lanceur, qui devient, avec plus de 70%, l'actionnaire principal d'Arianespace. Donc Arianespace va rester, le nom va rester, mais c'est une filiale d'Airbus Safran Lanceur. C'est ce que vous voyez ici. Donc qui fait l'interface avec le client. Et puis Airbus Safran Lanceur a un certain nombre de sous-traitants industriels dans toute l'Europe, comme jusqu'à présent. Un peu rassemblés, il y a des gens comme REAG qui sont à la fois suisses, suédois, etc. Même les équipementiers se sont rassemblés un peu. Donc vous avez un nouveau paysage avec une agence qui définit les grandes lignes du projet, qui dit la performance à obtenir, etc., mais qui ne fait pas la définition du lanceur. C'est l'industriel qui fait la définition du lanceur et qui prend ses risques et qui investit éventuellement. Voilà, donc vous voyez un paysage totalement changé. Alors,
Je reprends mes petites courbes pour le 21e siècle. Donc ça s'arrête en 2014. Vous voyez qu'on est passé à pratiquement 50 lancements en 2004-2005. Donc on est passé très bas. On venait de 80 lancements fin du siècle précédent avec toutes les constellations de satellites, etc. Et puis on est passé par un point bas. Vous voyez l'augmentation considérable de la Chine ici. Vous voyez depuis 2010, l'augmentation de la Chine. Bon, les USA restent à peu près les mêmes. Vous voyez, l'Europe est là. Donc à peu près pareil. Donc aujourd'hui, on est à 92 lancements, je crois, l'année dernière. 92 lancements. Donc ça monte un petit peu. Je ne sais pas si ça va rester. Enfin, ce qui est frappant, c'est quand même là-dedans le décollage de la Chine. Et si vous regardez, non, c'est pas ça, c'est là. En télécom, sciences, militaires et vols habités, là, vous voyez, les télécoms, ça reste aux environs de 20 satellites de télécom en géostationnaire. Alors, je ne fais pas là-dedans, je ne dis rien, mais vous pourrez me poser la question, je ne sais pas ce que ça va donner, des nouvelles constellations de satellites que proposent les GAFA, là, les Facebook, les je ne sais pas trop quoi, etc., qui parlent de constellations de... Alors, je ne sais pas, il y en a, c'est 800, et il y en a une, c'est 4000. Il y a une espèce d'inflation. Tout ça en orbite basse. Et pourquoi en orbite basse? Je vous le donne en mille. C'est parce que le marché qui les intéresse, c'est le marché des jeux. Vous savez, nos gosses qui sont sans arrêt sur les trucs là. Et si ça passe par un géostationnaire, ça met 0,3 secondes pour faire l'aller-retour. Et ça, c'est impossible, paraît-il, de faire des jeux corrects avec 0,3 secondes de délai. Alors, j'y connais rien, mais aller faire des constellations aussi grandes pour faire des jeux, ça me laisse encore un peu pantois, pour être clair. Donc, je ne suis pas sûr que ça se fasse, mais on verra bien. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, c'est le marché des jeux qui est derrière tout ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez, mais aujourd'hui, c'est une vingtaine, le nombre de satellites de télécom géostationnaires. Alors tous ne peuvent pas ça. Google a fait un truc avec Telsat pour faire des satellites Internet haut débit, mais en géostationnaire. Alors, en guise de conclusion, l'espace, j'espère vous l'avoir fait sentir, est indissociable de la dimension stratégique et de défense des grandes puissances. Ce n'est pas un marché normal, quoi. C'est de la souveraineté, les lanceurs. L'accès à l'espace, ça reste quelque chose de difficile et quelque chose qui tient aux États. Le marché des lancements, ce n'est pas un marché ouvert. Très souvent, il y a des raisons politiques, etc. Sauf, je vous dis encore une fois, pour les grands opérateurs de télécom. Les lanceurs sont intégralement développés et produits par les États. Ça veut dire que les industriels investissent très peu dans le développement des lanceurs. Ce qu'on essaye, c'est d'avoir l'exploitation autonome et économiquement satisfaisante, mais pas les développements. Il y a rarement d'éléments importés. Sur Ariane, il n'y a rien d'important ne vient d'extérieur de l'Europe, c'est sûr. On est autonome. C'est pas comme un Airbus où 50% vient des États-Unis ou d'autres pays, etc. C'est pas vrai. Dans les lanceurs, c'est comme ça. Il n'y a pas de... Donc, le seul marché de nature commerciale, je le répète, c'est celui des télécoms. La coopération entre grandes puissances se limite aux missions scientifiques et à l'exploration. Ça, on s'entend très bien, on fait des belles choses et c'est bien. C'est bien. Alors, la question que je me pose, moi qui ai fait Hermès et le vol habité, défendu le vol habité en Europe, je suis extrêmement pessimiste sur l'avenir du vol habité européen et l'avenir du vol habité en général. On vous raconte des histoires quand on vous dit qu'on ira sur Mars dans 10 ans, c'est faux. Je pense qu'on ira peut-être au siècle prochain, mais ça, je peux toujours le dire, je serai mort, et vous aussi. Mais
de dire qu'on ira là, moi j'ai les plus grands doutes, parce que c'est très compliqué d'envoyer des hommes sur Mars. Je ne crois pas à la théorie, aucun État ne peut dire j'envoie des hommes sans les faire revenir. Donc on entend ça, mais c'est pas possible. Donc Mars c'est très compliqué. Ça coûte pour moi de l'ordre de grandeur de 10 fois la station internationale actuelle. La station internationale a coûté 100 milliards de dollars. Donc c'est de l'ordre de 1000 milliards de dollars d'aller sur Mars. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, si on vous pose la question, qui répondront il y a peut-être mieux à faire avec 1000 milliards de dollars. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour envoyer quelques hommes sur Mars. Donc je n'y crois plus beaucoup. Et puis je vois que les robots sont de plus en plus sophistiqués, de mieux en mieux, etc. Donc malheureusement, je ne vois pas. Et en plus, la station internationale n'a pas apporté grand-chose. Enfin, les résultats de la station internationale sont plutôt décevants, je dirais. Donc tout ça me rend pessimiste. Mais je ne vais pas terminer sur une note pessimiste. Vous noterez que l'Europe a bien réagi en 2014. J'ai organisé un colloque sur les lanceurs au mois de novembre. J'ai vu que tout le monde, l'Agence spatiale européenne, le CNES, les industriels, maîtres d'œuvre, sous-traitants, parlaient le même langage, vont dans le même sens pour développer un Ariane 6 plus compétitif, et je crois que l'Europe a bien redressé la barre. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre dans la mesure de mes moyens. Oui, monsieur. Si vous me permettez de revenir en arrière un petit peu sur le plan technologique, j'ai entendu dire, là je parle des années 70, qu'en réalité il faut attendre Ariane 4, je crois, pour que les moteurs soient réellement dessinés, construits par les Français, qu'avant c'était en fait les V2 améliorés, quoi. C'est ce que j'ai entendu dire. Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, ce qui est juste, c'est que, vous ne le savez peut-être pas, mais à la fin de la guerre, lorsque les Alliés ont pris le dessus sur l'Allemagne, il y a un certain nombre d'Allemands, il y a toute une équipe autour de von Braun qui sont allés aux États-Unis, mais il y a aussi des gens qui sont allés à Vernon, au laboratoire, au LRBA de l'époque, et il y avait à peu près une dizaine d'Allemands de Penmude. Moi, j'en ai connu. Quand j'étais jeune ingénieur, il y avait des Allemands à Vernon. Et il est exact de dire que le concept du moteur d'Ariane 4, le moteur Viking, a été fait par un Allemand. C'est lui qui a eu l'idée de mettre les deux turbopompes alignées sur la même turbine, etc. Enfin, la turbopompe UDMH, la turbopompe N2O4, ça a été fait, c'est M. Bringer, je crois, qui a fait ça. Il travaillait au LRBA. Et donc, c'est parti de son dessin. Mais derrière, il a été développé à Vernon, au départ le LRBA, puis après la SEP, qui est rentré chez Snecma, qui est devenu Safran, etc. Donc, c'est un moteur quand même vraiment développé par beaucoup de Français, mais une idée d'un ingénieur allemand au démarrage. Voilà, c'est vrai, ce qu'on vous a dit. Oui, l'évocation de tous ces lancements, ça évoque, excusez le mot qui est juste pour l'image, mais une débauche d'énergie quand même. Donc par rapport aux questions qui se posent à l'heure actuelle en termes d'énergie, comment tout ça va être géré, Oui, c'est surtout une débauche si je puis dire, une débauche de puissance, parce que un lanceur, c'est quelque chose de très puissant. Mais en énergie, ça ne fait pas grand-chose, parce que si vous prenez l'énergie dépensée, nous on fait quoi, 5 lancements Ariane 5 par an. Un lancement, ça dure très peu de temps.
surtout à pleine puissance, hein, c'est pratiquement le vol des boosters. Quand vous êtes pendant le vol des boosters, j'ai fait le calcul, c'est la puissance développée par un lanceur, Ariane 5, c'est l'équivalent de tout le parc nucléaire français. Voilà. Oui, c'est extrêmement puissant. Pour sortir de l'attraction terrestre, il faut mettre le paquet. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est de la physique. Hein. Vous pouvez faire reprendre les choses. Alors, je m'amuse quand j'ai des gosses de terminale qui font, je leur dis, sachant qu'il y a un barrage à Sinnamary à côté de Kourou, on produit de l'électricité. 30% de cette électricité sert à électrolyser l'eau qui fait de l'hydrogène. Et cet hydrogène, on l'utilise dans Ariane. Donc, ça représente 30% d'un barrage, d'un petit barrage. Voilà. Oui, c'est pas grand-chose. C'est pas énorme. Sauf qu'on crache ça en une minute ou 2 minutes. Donc on restitue toute cette énergie en 2 minutes, ce qui fait une puissance considérable. Ben non, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors on utilise l'hydrogène et l'oxygène. Alors c'est très propre, c'est propre, sauf que le mélange est dévié vers l'hydrogène. Donc on laisse beaucoup d'hydrogène et un peu d'eau. C'est ça. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Alors, la poudre, c'est un peu plus dégoûtant. Ça laisse un peu d'acide sulfurique. Mais la nature, que ce soit à Kourou, que ce soit à Cap Canaveral, bon, on voit des traces, mais ça fait beaucoup rouiller les grillages, mais la nature s'en remet. S'en remet assez bien. Ben, on ne tire pas beaucoup. Hein. Donc il faut faire l'attention entre énergie et puis puissance. Hein. C'est pas la même chose. Oui, bonsoir. 2 petites questions. En fait, je voulais savoir si vous pouviez nous dire un mot du Brésil. Du Brésil. Ah oui, le Brésil. Oui. Je peux vous dire un mot du Brésil. Alors le Brésil a essayé d'avoir... D'abord, ils ont une base qui est à peu près symétrique par rapport à l'équateur de Kourou, hein, donc à Alcantara. Et donc, cette base est très bien placée. Elle est placée sur l'équateur aussi. Alors, ils ont essayé de faire un lanceur qui était un petit lanceur. Hein, c'était du genre Vega ou quelque chose comme ça. Le malheur, c'est que ils ont eu un allumage intempestif dans le hall d'assemblage et ils ont tué 25 personnes. Alors, ça a arrêté quand même considérablement leur enthousiasme pour les lanceurs. Il faut faire gaffe, les trucs à poudre, si vous ne les mettez pas à la masse tout le temps, vous risquez quelque chose. Hein. Une décharge électrostatique ou un truc comme ça. Bon, il faut faire très attention. Ils n'ont sans doute pas fait assez attention. Les Américains ont eu ça aussi, une fois, sur un étage supérieur d'apogée, là, sur Delta. Ils ont fait partir un truc, il y a eu des morts, hein, forcément. Quand ça part sous le hall d'assemblage, c'est très difficile. Alors après, ils ont fait une tentative avec les Ukrainiens. Je ne sais pas comment, je ne connais pas l'accord entre les Brésiliens et les Ukrainiens, mais vu l'état de l'Ukraine en ce moment, j'ai peur que ça n'avance pas très vite, hein, c'est ce qu'on peut dire. Et puis le Brésil est quand même dans une période un peu difficile économiquement, donc on ne les voit pas reparaître. Mais je pense que ça sera un des premiers à repartir quand il voudra. Les gens veulent toujours leur indépendance, leur autonomie dans ce domaine. Bon, c'est à eux de voir. J'avais une deuxième question rapidement. J'avais cru comprendre que chez Orbital ou SpaceX, en fait, ils s'étaient approvisionnés sur des moteurs russes. Alors je parle plus de je ne sais pas si c'est SpaceX ou Orbital. Ah non, c'est Atlas. C'est Atlas. Atlas, le premier étage d'Atlas utilise des moteurs RD 180 qui sont à mon avis le plus beau moteur au monde, très 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 brillant et qui est fait par les Ukrainiens. Alors ils ont la licence et ils ont fait une fois une copie américaine du RD 180. Ils sont capables de la faire, simplement ça leur coûte beaucoup plus cher que de le faire par les Ukrainiens parce que le taux horaire n'est pas le même entre les États-Unis et l'Ukraine. Mais aujourd'hui, ça place Atlas dans une sale situation. Je ne vous l'ai pas dit, mais SpaceX a obtenu l'agrément de l'US Air Force.
Donc on verra ce que va en faire Elon Musk. Il peut faire aussi monter les prix à ce moment-là et servir le marché américain. Et ça mettra Atlas à ce moment-là dans une très mauvaise situation. À tel point que j'ai entendu dire que Lockheed regardait un nouveau lanceur qui s'appellerait Vulcan, avec des moteurs, alors là, avec un nouveau couple d'ergols que personne n'utilise jusqu'à présent, mais qui va peut-être émerger, qui est méthane-oxygène, qui a des intérêts. Qui a des intérêts évidents, mais bon, voilà. Donc, pardon. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot du système Adeline, Adeline, le système de récupération d'une partie du premier étage de Ariane 6 ? Par Airbus. Alors, peut-être, oui, peut-être que c'est... Non, mais Airbus a, dans les cartons, l'idée n'est pas de récupérer le premier étage, mais de récupérer la baie de propulsion. C'est-à-dire de séparer la baie de propulsion du réservoir, etc., de perdre le réservoir et de faire revenir la baie de propulsion. Parce que c'est ce qui coûte le plus cher dans un premier étage. Donc, leur idée, c'était ça. Bon, je pense que pour le moment, ils sont le nez dans le guidon sur Ariane 6 et qu'on en reparlera un peu plus tard. Si vous voyez ce que je veux dire, ils ne peuvent pas mener tout de front. Mais moi, je pense, et personnellement, je pense qu'il faut en ramener plus que ça. Pour que ça soit intéressant. Parce que l'équation n'est pas simple. Quand vous lancez ce que fait SpaceX, premièrement, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Falcon est un très beau lanceur, avec des structures remarquables. Il est très performant. Premièrement, c'est pour ça qu'il est dangereux. Il est très performant. Deuxièmement, faire revenir, c'est quand même une performance. De faire revenir à un étage, au pas de tir, etc., c'est une très belle performance. Donc ça, je suis admiratif. Du point de vue technique, le problème n'est plus la technique, comme je vous l'ai dit. Le problème, c'est est-ce que vous êtes compétitif ? Est-ce que ça vaut le coup ? Quand vous utilisez des ergols pour revenir, puisqu'il réallume les moteurs, il faut d'abord revenir au pas de tir. Revenir au pas de tir, ça demande de l'énergie de faire revenir le premier étage au pas de tir. Et puis ensuite, il faut le poser. Donc, vous consommez de l'ergol. Cet ergol, vous allez le transporter pendant toute la montée. C'est exactement la même chose que le Harrier. Vous vous souvenez du Harrier anglais, là, le chasseur, à décollage vertical. Très beau truc. Ça permettait de ne pas avoir de porte-avions. On avait une petite piste, et puis on décollait verticalement, puis on partait, on avait fait une mission, etc. Sauf qu'il ne faut pas oublier, le Harrier a un rayon d'action divisé par 2 par rapport à son homologue qui a un décollage horizontal. Parce qu'il bouffe tout son carburant au décollage et puis il lui en faut pour l'atterrissage. Donc il le balade pendant toute la mission, donc c'est une perte considérable. Aujourd'hui, on estime que SpaceX perd 40% de sa performance quand il fait le retour à la case départ, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, première chose. Deuxième chose, autre inconnu, quel est le coût de maintenance pour faire que ce moteur revole ? Moi, j'en ai pas d'idée là. Je ne sais pas combien ça vaut. Combien de fois un moteur peut-il revoler ? Je ne sais pas. Moi, j'ai fait les calculs de mon temps. Je pense qu'il faut au moins qu'il vole 50 fois pour que ça vaille le coup. Des choses comme ça. Donc, il y a encore plein de points d'interrogation pour savoir si, au plan de la compétitivité, ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup. C'est une très belle performance technique. Il faut commencer par ça. Mais derrière, ça ne garantit pas la performance économique. C'est ça que je veux dire. Oui, je voulais vous demander quelque chose d'un peu anecdotique, mais concernant ce fameux accident là sur la navette spatiale qui est parti de Floride, qui a pété au bout de 20-30 secondes, quelque chose comme ça. Un peu plus. J'ai eu du mal j'ai lu il y a quelques années que c'était tout simplement dû aux joints, aux rings, Oui. et que les ingénieurs le savaient, mais que les responsables se sont entêtés à faire le lancement alors qu'à une autre heure de la journée, ça n'aurait pas arrivé. Alors, je voulais vous demander votre avis technique là-dessus. Voilà.
c'est un peu difficile. Il y a des rapports d'enquête gros comme ça là-dessus. Vous pensez bien qu'il y avait en plus une institutrice à bord, enfin vous voyez le genre de truc. Donc ça a eu commission d'enquête, etc. Alors c'est attribué effectivement, ils n'ont pas eu de veine comme d'habitude, il y a une conjonction de malheurs qui s'ajoutent pour qu'il y ait un accident comme ça. Les boosters à poudre sont faits de segments qui sont effectivement jointoyés les uns aux autres par un joint en eau. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est obligatoire de faire ça comme ça pour des problèmes de dilatation différentielle entre l'acier à l'extérieur et la poudre à l'intérieur. Bon, donc il y a plein de graisse aussi dans ces trucs-là. Il se trouve que si la température extérieure est faible, il y a des risques de congélation dans ces endroits-là. Pourquoi ? Parce que le shuttle, si vous vous souvenez, il a un gros réservoir d'hydrogène, très gros réservoir d'hydrogène, qui n'est pas très loin, puisque les boosters encadrent ce gros réservoir d'hydrogène. Donc ils sont très près les uns des autres. Et ils ont laissé une nuit le réservoir d'hydrogène rempli, ce qui fait que le joint était sans doute en dessous de zéro. Alors il y a un type qui a dit c'est peut-être dangereux de partir, etc. C'est vrai. Et les chefs ont fait venir des commissions, des experts, des machins. Bon. Et les chefs, c'est fait pour décider, ils ont décidé. Ils ont décidé une ânerie, mais c'est facile de lire après. C'est pas facile de le dire avant. Donc c'est vrai que ça a fui. Le joint a fui. Alors s'il avait fui vers l'extérieur, il ne serait rien passé. Ça aurait été jusqu'au bout. Il y aurait eu une petite tuyère supplémentaire, mais qui était rien. Mais ça a fui en faisant chalumeau sur l'attache du booster au réservoir. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, l'attache a cédé. Et alors là, ça a été la catastrophe, parce que vous voyez bien un booster qui pousse, je ne sais pas, les boosters du shuttle, ça doit être 1500 tonnes de poussée. Donc c'est considérable. Donc le truc est parti dans tous les sens et a explosé immédiatement. Donc voilà ce qui s'est passé exactement. Enfin, ce que j'ai en tête de ce qui s'est passé il y a déjà un certain temps. L'accident de Challenger, ça fait longtemps. Et les deux chefs ont été licenciés, et celui qui avait dit peut-être qu'il ne faudrait pas tirer est devenu chef. Alors, excusez-moi, je suis tout à fait profane dans ces questions-là, mais vous nous avez parlé en termes de, excusez-moi de revenir sur le carburant, en fait, d'hydrogène. Donc, on se dit tout de suite, oui, ça produit majoritairement de l'eau, mais vous parlez aussi d'ergol, donc propergol, et si je me souviens bien, entre aussi un service dans certains lancements, le fameux Phogène, ou le Phogène ou phosgène qui était produit pas pour ces fusées-là. Non, il n'y a pas. Non. Là, les couples utilisés, il y a les couples. Alors on appelle ergols, les ergols liquides, c'est-à-dire les comburants et les carburants liquides. On appelle propergol les carburants solides. C'est en fait dans une poudre, il y a à la fois un carburant et un oxydant, quoi. Il y a les deux, le réducteur et l'oxydant pour faire la réaction. Il faut naturellement une étincelle très forte pour faire marcher le tout, mais c'est comme ça. Et les ergols, on utilise aujourd'hui très peu de couples d'ergols, après en avoir essayé énormément. Mais sur Ariane jusqu'à 4, le couple c'était UDMH et N2O4. N2O4 c'est du peroxyde d'azote. Et l'UDMH, c'est unsymmetrical dimethylhydrazine. L'hydrazine, si vous ne savez pas, c'est NH2, mais vous remplacez les H par des CH3. Voilà. OK ? Donc c'est toxique en tout cas. N'en respirez pas, hein, vous mourrez tout de suite. Bon, donc voilà. Alors l'avantage du N2O4 UDMH, c'est que c'est des ergols dits stockables. Ils sont utilisables à notre température. Les autres couples, alors il y a aussi le kérosène-oxygène, beaucoup utilisé par les Russes et beaucoup utilisé par les Américains, pas utilisé en Europe. Kérosène comme les avions, oxygène liquide, donc ça s'utilise très souvent. Et puis le meilleur,
celui qui a la meilleure performance, c'est hydrogène, oxygène liquide. C'est celui qu'on utilise sur Ariane 5 abondamment. Voilà. Alors vous avez ces 3 couples, et puis on rêve, on étudie ce que je vous ai dit du méthane qui remplacera le kérosène et oxygène liquide. Donc en fait, voilà, c'est les 4 couples envisageables aujourd'hui. Il y a eu d'autres choses. Hein. Diamant A, c'était de l'essence de térébenthine avec l'eau oxygénée, je crois, ou un truc comme ça. Donc les gens ont fait plein de trucs, hein, mais ce qui marche aujourd'hui, c'est ça. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure là, les échecs concernant le développement de propulseurs de la part bien sûr de pays qui maîtrisent bien entendu cette propulsion. Là, on parlait de l'Union soviétique par exemple, ou des Américains, donc ils connaissent un certain nombre d'échecs. Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué que ça pour des pays qui maîtrisent cette technologie, donc d'avoir des échecs de développement? Ce qui explique, c'est que, vous avez pu vous rendre compte, enfin peut-être pas suffisamment, mais la technologie des lanceurs, vous êtes obligé d'être en limite de ce qu'on sait faire. Vous avez des poussées énormes dans des choses qui ont des masses très légères. Il faut des réservoirs très légers. Bon, pour que ça tienne, un réservoir, c'est quoi? C'est un truc en aluminium ou en inox qui est très, 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 très mince. Et pour que ça tienne aux efforts en vol, on les gonfle. C'est des ballons, c'est comme les Zodiacs, vous savez. On fait exactement la même chose. Un lanceur, c'est la même chose. Ça tient que par ça. Donc, ça tient parce que c'est gonflé. Et d'ailleurs, on gonfle en fonction des efforts en vol. Si on est à la traversée de l'atmosphère, on peut dégonfler après, etc. Enfin, on fait plein de trucs. On est tout le temps en limite des technologies. Quand vous avez des moteurs, il y a des moteurs qui ont à la sortie de turbopompe 600 bars de pression. 600 bars de pression, ça ne se manipule pas comme ça. Hein. Nous, on n'a pas choisi ça. On a déjà que 200 bars, mais c'est pas mal quand même. Hein. Donc, si vous voulez, on manipule des choses qui sont... Bon, vous avez une turbopompe hydrogène, par exemple. Celle du Vinci qui va voler bientôt, là, elle tourne à 100 000 tours minute. Vous n'avez pas vu beaucoup de turbines à 100 000 tours. Celle qui vole toujours, là, était à 60 000 tours, là, le petite d'Ariane 4, et qu'on a toujours sur Ariane 5 aujourd'hui, 60 000 tours. Et c'est de l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est un truc emmerdant, c'est une toute petite molécule. Ça passe partout, des fuites tout le temps. C'est un savoir-faire. En plus, si vous mettez de l'oxygène, il ne faut pas une tache de graisse. Mettez de l'oxygène pur sur une tache de graisse, ça fout le feu. Donc tout ça, c'est des technologies qu'il faut maîtriser, et la moindre petite erreur vous fout au tapis. Un lanceur qui prend 3 degrés d'incidence, il se casse. Donc il faut naviguer à incidence nulle pratiquement. Alors bon, vous avez la rafale de vent qui arrive. Ben, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on va vers le vent pour essayer de ne pas avoir trop d'incidence, etc. Vous voyez, on tire sur tout pour pouvoir lancer quelque chose. Donc ça explique que si vous ne maîtrisez pas bien votre système, vous avez des incidents. Et ce qui se passe chez les Russes, c'est que c'est des lanceurs de conception 1960 et des années 60, et il n'y a plus la compétence derrière. Ils ont perdu la compétence. Il y a une génération qui a sauté. Hein, ils n'ont plus les ingénieurs. Maintenant, ils recommencent avec Angara ou des choses comme ça, mais ils ont perdu. Il y a eu un trou générationnel, et donc les anciens sont plus là. Les jeunes se tournent vers Angara et ils s'en foutent de Proton parce que c'est pas leur bébé. Et du coup, en plus, ils essayent de faire des missions qui n'étaient pas les missions qu'ils étaient accoutumés à faire. Parce qu'en Union soviétique, ils faisaient les missions, c'était répétitif. Là, c'est beaucoup moins répétitif. Alors, on trouve des pannes partout. Ils font des erreurs d'analyse de mission, ils font des erreurs de fabrication de réservoirs, de moteurs, ils font des erreurs d'assemblage, ils font des erreurs de toutes sortes. Ce qui montre qu'ils sont un peu paumés quand on analyse chacune des causes de défaillance. Oui, j'ai une question sur l'avenir du spatial européen.
l'avenir pour moi est important parce que quelque part, comme vous disiez, c'est de la compétence. Donc c'est des emplois qui sont quand même très scientifiques, très pointus, hein, que ce soit au niveau études ou au niveau production. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu, je dirais, où on en est dans le contexte, bon, on a quand même de plus en plus de concurrence, alors qu'Ariane 4 jusqu'à présent vivait assez royalement, je dirais, sans concurrent. Donc aujourd'hui, il y a une grande concurrence qui arrive. Le marché est relativement faible. Donc, est-ce que l'avenir finalement de l'industrie européenne, spatiale européenne, elle est politique ou elle est vraiment, je dirais, commerciale? Je vais essayer de vous montrer que malheureusement, en Europe, il faut les deux. Elle est politique parce que les pays ont dit que l'accès autonome à l'espace était essentiel. Je peux vous dire, moi j'ai fait le satellite Spot. Si on n'avait pas eu Ariane, j'aurais pas fait Spot. C'était clair. Les Américains n'auraient jamais lancé un satellite Spot. Ils nous l'ont dit. Ce qui est bien avec les Américains, c'est qu'ils avouent toute leur stratégie. Donc c'est pas un problème. Ils nous l'ont dit. Et on n'aurait pas fait. Alors je ne parle pas d'Hélios, qui est le satellite militaire, etc. Bon, on n'aurait pas fait ça. Il faut avoir son indépendance, son autonomie de lancement, si vous voulez lancer tout ce qui vous agrée. Sachez quand même que si on n'est pas allé à la guerre en Irak, c'est qu'on avait des renseignements par Hélios qui disaient autre chose que ce que disaient les Américains quand même. C'est bien ça quand même. Il faut le savoir. Donc c'est pas inutile d'avoir nos propres moyens. Donc ça, c'est bien entré. Les pays européens, je crois, veulent leur accès. L'Europe est une grande entité qui veut son accès à l'espace, autonome. Donc ça, je crois qu'on le défendra. Ça ne suffit pas pour faire une bonne ligne de production, donc on cherche aussi le marché commercial. C'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, juste une précision pour la fusée Vega, la petite fusée Vega. N'est-ce pas une fusée de conception italienne au départ? Et est-ce que Safran et Airbus seront les concepteurs, les maîtres d'œuvre aussi de Vega? La deuxième partie de la question est plus difficile. Vega, ça a été effectivement poussé par l'Italie énormément. Alors, il se trouve que quand j'étais le patron des lanceurs à Aérospatiale, puis après, etc., vous avez vu, j'avais essayé de faire j'avais fait Vega Spadio. Vega Spadio, c'était une société 50 aérospatiale, 50 Fiat, parce qu'à l'époque c'était Fiat, qui l'a vendu après. Ça s'appelait Fiat Avio, puis c'est devenu Avio. Donc, elle a vendu. Et puis malheureusement, on est tombé sur un ministre qui s'appelait Claude Allègre, qui ne comprenait rien à l'espace, et qui m'a salopé le truc et qui a fait que Vega Spadio s'est arrêté. Et donc les Italiens ont continué. Claude Allègre était persuadé que les Italiens arrêteraient si la France décidait d'arrêter. C'est pas vrai du tout. Et donc ça a continué. Et du coup, on a une position qui est bien moins bonne aujourd'hui. Et c'est vrai que les Italiens qui mettent 60 ou 65% du financement ont la position privilégiée. Alors, Vega, c'est fait pour lancer des petites charges utiles scientifiques, des choses comme ça. C'est intéressant. C'est un lanceur qui est pratiquement à poudre, sauf le dernier étage qui est un étage qui permet d'ajuster avec précision la trajectoire et qui est fait en Ukraine pour le moment, mais qui un jour sera fait en Europe, je pense. Ça viendra, mais les Italiens ont tenu bon et ont fait ça. Donc je pense que c'est dommage. On a loupé une marche, en tout cas la France a loupé quelque chose à un certain moment, à mon avis. Bonsoir. Moi j'ai deux questions. La première, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des lancements qui étaient faits à partir de plateformes en mer. J'aimerais savoir c'est quoi l'intérêt. Et la deuxième question, c'est vous évoquiez depuis tout à l'heure le fait que les connaissances se perdent au fil des années. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens qui sont mis en œuvre justement pour garder justement toutes ces connaissances? Oui, alors, quel est l'intérêt de tirer d'une plateforme en mer? Alors, en fait, l'intérêt, c'est de tirer de l'équateur. Quand vous voulez lancer un satellite en orbite géostationnaire, ça n'existe pas pour les autres, mais l'orbite géostationnaire est autour de l'équateur, à 36 000 km d'altitude au-dessus de l'équateur. Donc il faut rallier l'équateur. Ce qui fait que Kourou, qui est à 5 degrés nord au-dessus de l'équateur, est très intéressant. C'est une position très intéressante parce qu'on est tout proche de l'équateur. Et vous savez, vous ne savez pas, mais vous pouvez vous renseigner,
Ce qui est très difficile, c'est de tourner le plan d'orbite. Tourner le plan d'orbite, c'est extrêmement cher. C'est comme si vous vouliez qu'un gyroscope, vous voyez bien que ça garde son plan. Quand vous faites tourner une bille, vous savez, au bout d'une ficelle, ben c'est pareil, un satellite, c'est pareil. Faire tourner le plan, c'est très difficile. Donc, quand vous tirez déjà de Kennedy, vous avez 28 degrés à rattraper, vous perdez en performance. Les Russes qui tirent de Baïkonour, et ils sont obligés d'éviter la Chine, donc ils tirent à 51 degrés, là ils perdent énormément en performance. Et donc le même lanceur tiré de Baïkonour pour une orbite géostationnaire et tiré de l'équateur, c'est à peu près 50% de différence de performance. Hein, si vous faites 6 tonnes de Baïkonour, vous faites 9 tonnes de l'équateur. Donc vous voyez comme ça se vend au kilo, hein, le lancement, c'est intéressant d'y aller. Donc c'était l'idée du Zénith. Le Zénith est tiré sur une plateforme, donc ils avaient récupéré une plateforme pétrolière qui était basée à San Diego, aux États-Unis, et qui allait sur l'équateur pour tirer. Ceci dit, c'est des frais aussi, parce que les plateformes en mer, ça coûte cher d'entretien, la maintenance, vous savez, tous les trucs à la mer, c'est pas facile. Bon, ça répond à la première question. La deuxième question, c'est la perte des compétences. Ben, c'est un vrai problème partout. Quand vous faites de la haute technologie, ce qu'il faut, c'est pas perdre vos compétences. C'est-à-dire, il faut les transmettre, il faut les écrire, etc., etc. Ce qui n'était pas tout à fait le cas. On a des systèmes aujourd'hui qui sont quand même différents, surtout qu'avec les moyens informatiques, on stocke tout, on a tout archivé, etc. Là-bas, je vous dis, les gens sur Soyouz qu'on a rencontrés, puisqu'on a fait une joint venture avec eux, les gars, on leur posait des questions. Immédiatement, on appelait le spécialiste, il allait chercher son cahier, écrit au crayon à papier. Et la réponse était bonne. Hein. Il y avait le calcul fait à la main, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas. Vous savez qu'au Soyouz, en 1957, ils faisaient les trajectoires à la main. Ils calculaient à la règle à calcul. Hein. Il n'y avait pas de calculateur. Hein. Donc, il y a des choses qui se sont perdues, c'est normal, c'était pas écrit, c'est pas le même système. Le référentiel qualité de l'Union soviétique et le référentiel qualité occidental n'étaient pas du tout le même. Ils avaient des méthodes fantastiques, mais c'était assez rigide, quoi. Comme on peut l'imaginer. Oui. Excusez-moi. S'il y avait une Europe de la défense, quelles seraient les retombées sur le plan économique, technologique, avec bien sûr ces propulseurs? Alors, l'Europe de la défense dans le domaine spatial n'est pas complètement nulle, puisqu'il y a des satellites de télécom militaires, ça existe depuis longtemps. Je reproche une chose, c'est que chaque pays fait son satellite de télécom militaire. Est-ce que c'est bien utile ? Est-ce que c'est bien utile ? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça ensemble ? Des télécoms, c'est des télécoms. Quand un troufion téléphone à sa famille, on s'en fiche que ça passe par un satellite de la couleur bleu, blanc, rouge ou noir, jaune, blanc, je ne sais pas. Donc je pense que ça, on pourrait faire mieux. On fait des satellites de reconnaissance optique, c'est les satellites Helios, il y aura des suites, bien entendu, il s'appelle comment Muses, la suite d'Helios. Hein. Donc il y aura des choses. Donc on fait des choses. Les Allemands font plutôt des satellites radars, mais bon, les Italiens aussi font à la fois de l'optique et du radar. Donc ça existe, mais c'est dispersé. C'est dispersé. Il n'y a pas une grande politique européenne là-dessus. Alors, ça vient. L'Agence spatiale européenne fait quand même un bon boulot pour ce qui est de la contrôle de l'environnement, etc. Les satellites Sentinelle, c'est quand même un ensemble de satellites tout à fait intéressant. Je ne sais pas combien il y en a, 6 en ce moment, mais il va y en avoir plus. Il y en aura plus par là. Donc, ça vient progressivement, mais l'Europe de la défense, en fait, c'est pas vraiment le spatial qui est son plus grand défaut. C'est quel sera le chasseur de demain en Europe. Ça, c'est plus ça, l'Europe de la défense. Hein. Est-ce qu'on l'achètera aux Américains ou est-ce qu'on le fera le nôtre?
Enfin, chasseur, je ne dis pas forcément chasseur, ça peut être un drone, ça peut être un drone, etc. Ça, c'est les vraies questions de l'Europe de la défense. Le spatial, c'est un à côté. Oui, les porte-avions, on devait faire avec les Anglais, on n'a même pas réussi à faire avec les Anglais. Enfin, aujourd'hui, et il faut dire, quand on creuse un peu, c'est quand même aussi pas mal de la faute des Français qui ne veulent pas partager en Europe un peu de leur savoir-faire. Il n'y a pas que les Anglais. On va s'arrêter là en remerciant Philippe Couillard. Merci de vos questions. Je crois que le débat a été très intéressant. Je vous rappelle maintenant la prochaine conférence qui aura lieu, donc, comme traditionnellement, le dernier mardi de février, le 23 février, et nous parlerons des énergies alternatives pour l'aviation commerciale. Voilà, bonne soirée à tous.